unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. It is the middle ground between science and superstition, and it lies between the Bonjour à tous. Alors, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous venez de quitter les locaux de Polytech Tours. Il va être important pour la suite des opérations que vous gardiez votre calme, car vous venez de rentrer dans une nouvelle dimension qui s'appelle l'IT Zone. Voici maintenant, en 50 après Unix, soit en 2020 de notre ère, dans un petit pays de l'Europe de l'Ouest qui s'appelle la Gaulerie. Et vous êtes maintenant chargé de mission au sein de son ministère de l'Éducation. Le gouvernement de la Gaulerie a décidé de réformer son système éducatif et vous a chargé d'animer un colloque dont le but est de réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Comme dans toute organisation qui se respecte, le top-down n'est jamais loin. Et votre supérieur vous glisse au passage qu'il va falloir faire appel à des cabinets de conseil externes pour organiser ce colloque. Et vous n'avez même pas le temps de protester, que votre supérieur vous explique que ces directives émanent directement du dieu Jupiter lui-même. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit d'une dystopie steampunk gallo-romaine, et toute ressemblance avec des faits de notre propre actualité sera peut-être fait exprès. Alors, on vous explique que la directive, c'est de rajouter un cabinet dans l'appel d'offres, et ce cabinet, il s'appelle McKinney. Alors, McKinney, vous en avez peut-être entendu parler, mais vous ne savez pas trop ce qu'ils font. Alors, vous décidez d'aller sur leur site internet, notamment pour savoir comment ils peuvent vous aider pour organiser un colloque sur la réforme de l'éducation. Alors, première chose que vous pouvez remarquer, c'est que McKinney, dans la IT Zone, ça s'écrit avec un S qui ne se prononce pas. Ça, c'est pour éviter toute poursuite judiciaire à la suite de Stock, et que Gaulerie, ça s'écrit France. Donc ça, c'est la home page. Vous apprenez pas grand-chose, il y a l'Arc de Triomphe, mais c'est tout. En scrollant un petit peu, hop, première proposition de valeur, on vous explique que c'est un partenaire du développement de leurs clients sur le long terme, accélérateur de l'innovation sur 200 domaines d'expertise. Donc, la sensation que ça vous donne, c'est que ce n'est pas un tout petit cabinet de conseil, hein, ça sait faire plein de trucs. Il y a quand même quelque chose qui va attirer votre œil, c'est qu'en plein milieu, on vous explique qu'ils ont 5000 profils technologiques. Donc des gens qui font des trucs avec leurs doigts, là, digital. Hein, vous n'êtes pas de la tech. Hein. Vous n'êtes pas de la tech, donc vous ne prenez pas. Design, agile et analytics. Ok, agile, vous ne savez pas trop pourquoi d'ailleurs. Et là, c'est un petit peu, ça rend les choses un petit peu confuses, parce que 200 domaines d'expertise, mais tech, je ne comprends pas. Bref. C'est pas grave, on continue. Et là, on veut créer de l'empathie avec vous. On veut présenter leurs équipes. Alors qu'on s'entende. Directrice générale, membre du comité exécutif et chef de pôle de l'activité d'assurance. Et puis bon, après, il y a des choses superbes sur ces personnes. Il y a une page qui leur sont dédiées. Ok, bon, vous n'apprenez pas grand-chose encore sur comment ils peuvent vous aider. Vous pouvez remarquer aussi que le premier call to action qu'on voit sur ce site, c'est de voir d'autres profils. Bah, allons-y. C'est quand même le premier call to action. Et là, bah, on vous invite à découvrir le reste de leurs équipes. Alors, le site est un peu lent. Après, le reste des équipes, on s'entend encore. Hein, il s'agit des directeurs associés, les seniors directeurs associés. Hein, pas non plus n'importe qui dans la hiérarchie. Et là, vous découvrez quoi? Ils sont organisés un peu en pôle, là, parce qu'il y a un cancer center, quelqu'un qui est en charge du digital, et là-bas, des biens de grande consommation et du luxe. Donc vous vous dites, peut-être que là-dedans, il y a des personnes qui ont un pôle, qui sont en charge du pôle de l'éducation. Je ne sais pas si vous entendez le ding qui dit que non. L'enseignement, ah non, toujours pas. Bon, ok, toujours pas clair de savoir comment ils peuvent vous aider. Revenons sur le site principal. En scrollant un petit peu, ah là, enfin, une démonstration de savoir-faire. Croissance inclusive en Europe, dynamiser le digital. Bref, ça vous parle de vaincre le cancer, ça vous parle du métaverse aussi. Bon, bref. Un petit peu perdu là-dedans, vous accrochez toujours, et là,
on vous invite à travailler chez eux. Alors, vous n'êtes pas du tout le profil. Bon, encore une fois, les choses deviennent très confusantes parce que à qui est destiné ce site? À des clients potentiels ou c'est une démonstration de force pour des candidats ou des candidates? Amener les gens à postuler? On ne sait pas trop. Bref, descendez un peu plus, la position de leurs locaux à Paris. Ça fait 5 minutes que vous êtes sur le site. Ouais. Et vous ne savez toujours pas comment ils peuvent vous aider. Ce qui est un peu dommage, hein, parce qu'un site internet, c'est un peu fait pour ça. Et vous vous rappelez que tout à l'heure, quand vous êtes arrivé tout en haut, là, il y avait un petit menu avec notre métier. Bah, allons voir. Que font-ils? Des grosses boules qui tournent en 3D. Bref, ce qui va renforcer ce côté, mais c'est une entreprise du service du numérique, je ne comprends rien. On vous invite quand même à scroller, et là, eh bien, vous découvrez qu'en fait, cette entreprise, ce cabinet de conseil, est organisé en matriciel, avec des pôles fonctionnels, le design, le digital, le marketing et vente, et des pôles fonctionnels, avec la chimie, distribution, l'éducation, enfin. Donc, on va aller sur l'éducation, et là, on va être redirigé sur leur site anglais. Bon, bah, c'est pas grave. Mais vous allez avoir là vraiment leur proposition de valeur sur l'éducation, leur savoir-faire. Et puis comme on ne change pas une formule qui gagne, on va vous présenter les équipes. Alors qu'on s'entende encore, ce sont les partenaires, les senior partners qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire des consultants. Les business analysts, ils ne vont pas être ici. Donc en définitive, vous avez plus appris sur l'organigramme de McKinney et son organisation, avec cette structure matricielle, plus que la manière dont ils peuvent vous aider. Donc vous repartez de là avec une sensation un petit peu amère. Vous êtes un petit peu sur votre faim. Et ça, ce n'est pas dû au hasard. Ça vient du fait que vous venez tout juste de vous frotter à l'IT Zone. Et l'IT Zone, c'est un monde où croyances et sciences ne se mêlent pour ne faire plus qu'un, et qui est régi par des forces qui poussent les gens à produire les choses d'une certaine manière. On pourrait blâmer les personnes en charge du design de ce site pour cette pauvre expérience utilisateur-utilisatrice, mais en réalité, il existe quelque chose qui les a poussés à produire les choses dans ce sens-là, sans même qu'ils en aient conscience. Pour vous expliquer ce que c'est, on va faire un bond dans le temps, on va revenir en 1998, le lendemain où on a gagné la Coupe du Monde. Le New York Times publie une qui va changer la face de l'IT Zone, notamment en mettant en avant les exploits d'une personne qui est le docteur Jacob Nielsen, qui, comme sa photo ne l'indique pas, n'est pas la personne qui a inventé la souris, mais il a l'air très content de poser avec une souris. Et le docteur Jacob Nielsen, à cette époque, était considéré comme le gourou de l'ergonomie de la page web. En gros, c'est un des pionniers de la user experience. Et il s'était lancé comme mission dans les années 90, là ça date de 98, de rendre le web plus utilisable. Il s'était notamment rendu compte que les entreprises qui développaient leur propre site web avaient tendance à vouloir optimiser un indicateur pour les moteurs de recherche, notamment lié à l'indexation, il s'appelle le... Plus fort, je n'entends pas. Non, oui, il y a le PageRank, mais c'est un autre nom aussi. Non, personne. SEO. Vous avez déjà entendu parler du SEO? Alors, ce n'est pas exactement le SEO, c'est un truc un peu plus vieux. C'est le CIO. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? C'est le C-Level Ego Optimization. Alors, C-Level, c'est le top management. Et effectivement, en 1997, donc Jacob Nielsen publie un article qui s'appelle Top 10 Mistakes of Web Management. Et l'erreur numéro 3, c'était le fait de laisser la structure de son site refléter son organigramme. Il explique que les utilisateurs ou utilisatrices ne devraient pas savoir comment votre compagnie est organisée et ne devraient même pas déduire la structure de votre organisation à partir de la structure de votre site. Et qu'un signe classique de ce mauvais pattern, c'est lorsque sur la homepage, vous avez un bouton pour chacun des seniors vice-présidents de la compagnie. 1997. On est en 2023. Vous venez tout juste pas de vivre ça sur un site actuel. Et cette observation, elle est partagée par un de ses confrères, qui est aussi l'un des pionniers de la user experience, le docteur Jacob Nielsen, qui, dans une étude
en 98 qui s'appelle Usability Issues in Website Design. Il explique pourquoi autant de sites sont frustrants et difficiles à utiliser, notamment parce que les organisations produisent souvent des sites dont le contenu et la structure reflètent les intérêts internes de la société plutôt que les besoins de l'utilisateur. Et là, on peut se poser la question. Effectivement, on vous a mis vachement en avant un gros encart qui veulent recruter, vous en fichez, et on vous met vachement en avant aussi le fait qu'ils ont plein de profils technologiques alors qu'ils ont 200 domaines d'activité. Peut-être qu'ils ont une stratégie où ils cherchent à se positionner plus dans le monde de la tech. Mais ça, encore une fois, c'est pas votre problème. Alors, vous cherchez à en savoir un petit peu plus, et notamment vous vous demandez qu'est-ce qui fait qu'en 2023, on en est encore là, alors que c'est documenté depuis les années 90. Avant d'aller plus loin, vous voici projeté dans une nouvelle époque de l'IT Zone, plus précisément à Redmond, aux États-Unis, dans la région de Seattle, en 38 après Unix, soit en 2008. Et vous êtes maintenant directeur ou directrice du marketing chez Microsoft. Vous êtes en train de peaufiner la campagne marketing de votre nouveau fleuron qui est Windows Vista. Et c'est alors que votre boss déboule furieusement dans votre bureau parce que l'un de vos concurrents vient publier un spot publicitaire qui parle des petits défauts de votre successeur de Windows XP. Alors j'espère que ce sera assez fort pour écouter. Et ça, c'est un vrai spot publicitaire. Ils en ont fait plusieurs comme ça à l'époque. Donc c'est une catastrophe. Votre concurrent se moque des petits déboires de votre nouveau système d'exploitation, car en effet, las des plantages en série et à compatibilité matérielle, eh bien, vos clients reviennent à votre OS précédent, qui est Windows XP. Et même certains d'entre eux vont aux concurrents de la pomme croquée. La pression est telle que vous êtes obligé de laisser les constructeurs d'ordinateurs vendre de nouvelles machines sur Windows XP à la place de Vista. Mais dans cette débandade et dans cette tragique expérience, il y a deux chercheurs de chez Microsoft et un de l'université du Maryland qui se disent si rétrospectivement, sur Vista, on ne pouvait pas trouver des indicateurs de prédiction de panne. C'est-à-dire qu'on sait maintenant quels sont les modules qui ont été sujets à la panne et ceux qui n'ont pas été sujets. Et il y en avait un paquet. D'ailleurs, quand j'ai dit Vista, tout le monde a rigolé, alors que j'en ai pas parlé mal. Hein. Et donc, ils ont mené une étude sur les modules de Vista. Ils ont parcouru les 3404 modules, qui représentent quand même 50 millions de lignes de code. C'est un gros bébé. Et ils se sont dit, on va évaluer les indicateurs classiques de qualité qu'on a. Donc, code churn, ça c'est le nombre de fois que vous allez avoir tendance à changer la même partie du code. Code complexity, c'est complexité cyclomatique, c'est tous les embranchements de if dans tous les sens, etc. Dependency, c'est le couplage, le fait qu'il y ait des parties de code trop couplées aux autres, donc vous modifiez là, ça pète partout. Code coverage, donc ça, je pense que vous connaissez un peu plus, c'est la couverture en test, donc on va la mesurer vis-à-vis de votre code. Et pré-release bug, c'était le nombre de bugs détectés avant la release. Donc l'idée, c'est de dire, par exemple, est-ce que les modules qui ont que 20% de coverage, c'est ceux qui ont été plus disposés à la panne? Donc ils ont fait cette analyse. Mais ils ont rajouté un indicateur en plus, un modèle d'indicateur qui est peut-être un peu bizarre, qui s'appelle la structure de l'organisation. On va comparer la structure de l'organisation à la couverture en test. Bizarre. Et ils se sont demandé quels indicateurs étaient les plus précis. Donc le but, c'est d'être au plus proche des 100% dans chacune des colonnes, même si je ne vais pas expliquer la différence entre precision et recall, mais ça veut dire qu'ils ont bien ciblé en fait, les modules qui allaient avoir des pannes, en gros, pour simplifier. Et il s'avère que la structure de l'organisation était beaucoup plus précise que les indicateurs classiques. Donc dans cette étude de 2008, qui s'appelle The Influence of Organizational Structure on Software Quality, an Empirical Case Study, les chercheurs ont démontré que dans le cadre de Vista, l'état de l'organisation était un meilleur indicateur pour la prédiction de panne que les indicateurs classiques qui sont plus proches du code. En d'autres mots, pour paraphraser Peter Drucker, Organization eats code quality tools at breakfast. Donc voilà, c'est beau d'avoir un sonar, mais si votre organisation ressemble à rien, ça ne sert pas à grand-chose.
En fait, l'intention des chercheurs à cette époque, c'était de vérifier un postulat qui avait été émis plusieurs années avant de ça, notamment en 1975 par le docteur Frederick Brooks dans The Mythical Man Month, le mythe du mois homme, pour jour homme, pour ceux qui connaissent plutôt, mais c'est la même chose. Et dans ce bouquin, il expliquait que la qualité du produit était grandement affectée par la structure de l'organisation. D'ailleurs, au passage, ce livre est fortement recommandé aux personnes qui sont adeptes du diagramme de Gantt, le risque de malaise vagal étant trop important dans leur cas. Ça date des années 70. Hein. Et est-ce que vous sentez cette petite sensation qui pique derrière la nuque? C'est parce que vous venez encore une fois de faire un bond. On va visiter notre dernière époque de l'IT Zone. Alors ça, c'est le son du RER A qui vous amène en gare de la Défense, pour les Parisiens qui connaissent. Et vous voici maintenant en Courbevoie, en région parisienne, en 46 après Unix, soit en 2016. Et vous êtes maintenant architecte dans une multinationale qui fait du voyage en ligne. Et vous avez notamment architecturé le système de réservation de billets de train. Vous avez déterminé avec les équipes de développement en charge que c'était la meilleure architecture à mettre en place, notamment parce que votre entreprise vend des billets de train à travers le monde. Et le train, la manière dont on gère le train, qu'on vend le train, est complètement différente d'un pays à l'autre. L'entreprise ne voulant pas faire du code custom et faire une solution pour la SNCF, une solution pour Renfe qui est en Espagne, parce que ça coûte cher, a voulu mutualiser les choses. Donc on a une brique qui se charge de la logique métier de réservation de train, shopping. Je sélectionne mon train aller, mon train retour, mes options de siège, etc. Et supply, ça c'est la brique qui se charge de l'interconnexion avec les transporteurs, c'est-à-dire la SNCF, la Renfe, Trenitalia, Amtrak aux États-Unis, SNCB en Belgique, etc., etc. Pour avoir quelque chose d'agnostique en fait, vis-à-vis des trains nationaux. Ça fait 3 ans que cette architecture existe, et en bon architecte, vous décidez de descendre votre tour d'ivoire pour aller voir ce que les gens ont fait. Parce que vous avez notamment eu vent qu'il est de plus en plus compliqué de maintenir ces 3 briques, alors qu'elles ne sont pas si vieilles que ça. Et là, en jetant un œil au code, stupeur, il a été produit exactement ce qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire que chacune des briques était découpable par pays, et les fonctionnalités, notamment de réservation, de sélection d'options de siège, étaient dupliquées dans chacun des cas, alors qu'on voulait les mutualiser. Mais que s'est-il passé? Est-ce un manque de maturité des équipes de développement? Eh bien, en fait, il s'avère qu'avec quelques investigations, vous vous êtes rendu compte que ça vient d'une croyance qui s'appelle la feature team. La feature team, c'est une croyance qui est censée optimiser la manière dont les gens vont intervenir dans les couches de votre système d'information. Et normalement, ces personnes vont être en charge d'une fonctionnalité de bout en bout. Et le bout en bout, ça peut être du très full stack. Le management, à cette époque-là, disposait de 3 équipes. Il y avait 3 managers, 3 équipes. Ces 3 équipes étaient sur 3 time zones différentes. Il y avait 3 pays à lancer. En complexité, on va dire que c'était dans ce sens-là. Donc on avait un MVP, un MVP2, un MVP3. Et ils se sont dit, c'était plus simple de se dire, on avait une équipe qui va se charger du train français, un autre du train anglais et l'autre du train allemand. Vous rajoutez à ça de la pression pour livrer, le fait que les équipes n'ont pas les mêmes objectifs, qu'elles sont sur des time zones différentes, donc pas beaucoup de raisons de communiquer, et chacune d'entre elles a décidé de se protéger, parce que ça savait que tout le monde codait au même endroit, donc ils ont fait if mon cas. Ce qui fait que moi, je m'assure de livrer, et j'espère que ça va, en faisant ça, je ne vais pas péter mes copains à côté, ou mes copines à côté. Ce qui fait qu'on a produit un truc qui n'est pas du tout à la cible. Et que c'est énormément difficile de le maintenir parce qu'il y a de la duplication partout. Et le pire là-dedans, c'est que l'ownership de chacun des composants n'étant pas clair, personne ne veut payer l'assainissement. Personne. On dirait que l'IT Zone essaye de vous envoyer un petit message. Il semblerait que l'expérience utilisateur, utilisatrice, conception produit, la qualité de votre code et du produit et votre architecture soit grandement impacté par votre organisation et de manière grandement négative des fois. Alors jusqu'ici, nous n'avons fait qu'observer des effets. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer tout ça? Pour ça, il faut revenir en 68,
À ce moment-là, le docteur Melvin Conway écrit un article dans la revue Datamation qui s'appelle « How do committees invent ?» Et il s'est intéressé à la manière dont les organisations designent des systèmes. Et on va faire un petit exercice que vous allez pouvoir reproduire dans vos propres organisations. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. On va prendre un système. Ici, c'est un système e-commerce. Il y a 4 sous-systèmes. User qui gère les utilisateurs, utilisatrices. Shopping, paiement. Billing, c'est la facturation. Alors un système, c'est tout ce que vous voulez. Un système, c'est un logiciel, c'est un service, c'est un téléphone physique, c'est une voiture, hein, ça peut être de la UI, c'est plein de choses, un système. Melvin Conway se demande s'il n'existerait pas une relation entre la structure du système et la structure de l'organisation qui la produit. Il remarque que quel que soit le contexte, pour chacun de ces sous-systèmes-là, vous allez trouver une équipe dans l'organisation qui est en charge de le concevoir, de le produire, le maintenir, etc. etc. Il remarque aussi que pour que le système dans son ensemble doit fonctionner, certains de ces sous-systèmes doivent s'interfacer, hein, soit pour échanger de l'information, soit un interfaçage dans l'IT, vous voyez tout ce que c'est à peu près, ça peut être une API, donc on envoie de l'information. En électricité, ça peut être une prise électrique avec une fiche qui rentre à l'intérieur. En mécanique, ça peut être des pièces mécaniques qui s'emboîtent, comme le volant moteur et l'embrayage dans une automobile. Melvin Conway remarque que si 2 sous-systèmes doivent s'interfacer, alors les équipes qui en sont en charge doivent communiquer ensemble pour négocier un contrat de cette interface. Et cette communication, souvent, elle est animée par une coordinatrice ou un coordinateur qui, aujourd'hui, s'appelle Scrum Master ou Product Owner. Il remarque aussi que si 2 sous-systèmes ne doivent pas s'interfacer, comme Shopping et Billing, alors les équipes en charge n'ont pas besoin de plus que cela de communiquer. Voilà. Melvin Conway démontre alors qu'il existe une relation étroite entre la structure de l'organisation, qui est là-bas, et la structure du système qu'elle produit. Alors, il n'est pas exclu que des fois, une équipe soit en charge de plusieurs sous-systèmes. Et dans ce cas-là, la structure de l'organisation devient une version compactée de la structure du système. Là, ce que Melvin Conway vient de démontrer, c'est que cette relation est un homomorphisme. Et on pourrait croire qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, mais de dire ça, c'est mettre en lumière qu'il y a certaines propriétés qui peuvent être très chiantes dans certains cas. Et je m'explique. On va prendre une organisation préétablie, mais on ne sait pas encore réellement comment on va designer le système. Donc on a un besoin, on a une organisation. Ce qui n'arrive jamais dans une entreprise. Sauf peut-être quand vous êtes dans une start-up, là pour le coup, généralement vous n'avez pas d'organisation, vous êtes 2, enfin voilà. Donc c'est quoi le rôle d'une organisation ? À partir d'un besoin, c'est de déterminer quelle est la meilleure solution qui répond à ce besoin. Admettons maintenant qu'on a ici listé toutes les solutions possibles pour leurs besoins. Je limite à 2 parce que je n'ai pas assez de place sur les slides. Mais là, on fait comme si on était omniscient. Eux, ils n'ont même pas conscience de ça encore. Hein. Admettons que dans ces 2 solutions, la deuxième est la meilleure. La question qu'on va se poser du coup, c'est est-ce que cette organisation va être capable de produire ce design-là qui est le meilleur ? On va regarder. Ce qu'on voit dans le deuxième design par rapport au premier, c'est qu'il y a une interface entre user et billing. On remarque aussi qu'il y a un sous-système checkout qui n'existe pas en haut, parce qu'en haut, on va dire que c'est des responsabilités qui sont, on va dire, réparties entre shopping et paiement. Ce qu'on peut voir du côté de l'organisation, c'est qu'il n'y a pas de coordination de communication, il n'y a pas de communication formelle entre les équipes user et billing, et il n'y a pas d'équipe checkout. Ce qui fait que selon la loi de l'homomorphisme, cette organisation va créer un système qui lui ressemble, et du coup, le premier système, alors que la meilleure solution est là. Pourquoi ? Parce que les équipes user et billing, elles n'ont même pas conscience qu'en communiquant ensemble, elles peuvent faire émerger une interface ici qui va grandement améliorer le système. Et puis, on a les équipes shopping et paiement. Elles ont chacun leur management. On leur a dit, vous cherchez du shopping, vous cherchez du paiement, vous devez communiquer ensemble. Comment voulez-vous qu'elles conscientisent que potentiellement elles ont des responsabilités qui sont en duplication dans chacun de leurs cas,
parce que le management vient de les scoper. Et ce scope va agir comme des œillères et va influer sur leur manière en fait, de réfléchir aux choses. Et puis il va dire au management, ouais, mais ça, c'est pas de ma responsabilité. Ouais, mais ça, c'est pas de ma responsabilité. Ouais, bon, bref, on voit où ça mène, ça va pas très loin. Et on sait notamment que dans l'entreprise, eh bien, la communication, c'est quelque chose de compliqué. On sait notamment que les structures de communication en entreprise ne sont pas super flexibles. Donc espérer que le canal de communication émerge entre user et billing, faut vraiment espérer très fort. Casser des silos, c'est pas simple. Je pense que tout le monde le sait. Réorganiser, ça prend du temps. Donc, l'organisation qui est là sera grandement limitée dans ce qu'elle sera capable de produire. Et plus l'organisation est grande, plus en fait ce phénomène sera prononcé. C'est pour ça que Melvin Conway dit que le fait même de choisir une organisation signifie qu'on l'a fait de manière consciente ou non des choix de design. Et le fait même d'avoir choisi une organisation va limiter le champ des solutions possibles, voire exclure des solutions meilleures. Pour donner un exemple de ça, Melvin Conway donne l'exemple d'une structure qui, en 68, devait coder un compilateur COBOL et un compilateur ALGOL. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va dire que ce sont des logiciels qui font à peu près la même chose, qui transforment le langage du code en langage machine. Pour des soucis de budget et de timing, cette organisation a été coupée en deux. Et ils ont réparti 5 personnes sur le compilateur COBOL et 3 personnes sur le compilateur ALGOL. Le résultat a été que le compilateur COBOL s'exécutait en 5 phases et le compilateur ALGOL en 3. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ce genre d'observation. Il y a Tom Cheetham en 1996 qui explique que si vous demandez à 5 personnes de faire un compilateur COBOL, le compilateur s'exécutera en 4 phases. Parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le manager. Alors ça ne s'arrête pas là. En fait, Conway va décrire bien pire. Au tout début, généralement, on va commencer avec un petit groupe. On a le besoin, on a un petit groupe, parce que quand on met trop de gens dessus, ça part dans tous les sens, les gens sont désœuvrés, on commence petit. Il y a toujours un manager dans le coin. Il faut bien quelqu'un qui soit en charge. Le manager, s'il existe de la pression en termes de timing, c'est qu'on lui reprochera une faute de management s'il rate sa deadline alors qu'il n'avait pas utilisé toutes les ressources qu'il avait à sa disposition. Ce qui va mettre une pression sur le groupe initial de designers, qui préférait peut-être continuer à se battre avec la complexité du besoin pour la réduire, afin de trouver une solution, plutôt que de morceler ce besoin et le fragmenter avec des sous-groupes, ce qui rendrait les choses plus compliquées à gérer. Mais le management, jugeant généralement que c'est trop risqué de procéder ainsi, va les renforcer, et encore les renforcer, pour s'assurer de la deadline. Melvin Conway estime que ça vient d'une croyance, qui est que le travail est linéaire. C'est-à-dire que le travail de 2 personnes sur 4 mois est équivalent au travail de 8 personnes sur 1 mois. Et Frederick Brooks, pour se moquer de ça, en 1975, dans son bouquin, expliquait que une grossesse humaine, ça prend 9 mois, quel que soit le nombre de femmes que vous assignez à la tâche. Mais revenons à notre organisation qui vient de grossir. Le truc, c'est qu'en entreprise, il y a des règles. Et il y a des règles de management, il y a des règles RH. Et notamment, on vous a expliqué, ouais, pas plus de 2 personnes par équipe, un manager par équipe, ce qui fait qu'il y a une organisation qui va prendre forme, avant même qu'on ait analysé le besoin. Et une fois que l'organisation existe, elle sera utilisée. Ce qui fait que ce besoin-là, bien sûr, on va le répartir entre chacun des sous-groupes, encore chacun des sous-sous-groupes, pour que tout le monde ait quelque chose à faire, quoi. Je crois que là, le plus gros mal qui existe dans le management, c'est donner du travail à des gens pour les occuper. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ce qui fait que les équipes, là, elles vont avoir énormément de mal de détecter ce genre d'intersection entre leurs besoins, notamment parce qu'on les a polarisés et puis parce qu'elles ont une chaîne de management qui est un peu éloignée. Et encore une fois, comme je vous dis, ça va agir comme des œillères, donc conscientiser ça, c'est très difficile dans ce cas-là. C'est pour ça que Conway dit qu'il n'existe pas de groupe de design qui est à la fois organisé et non biaisé.
Et tout cela, c'est lié à un problème fondamental. C'est la désintégration de la communication. En fait, Conway explique que du moment même où il y a eu une délégation, il y a eu une désintégration de communication. Pourquoi? Nos designers initiaux, les sachants, comme la structure a explosé en termes de nombre, ça devient plus compliqué de faire véhiculer l'information. Donc on leur demande de prendre de la hauteur pour synchroniser les gens. Donc ça devient des leads ou des managers. Ce qui fait qu'eux vont s'éloigner du besoin et la connaissance va se fragmenter sur chacun des sous-groupes. Ce qui fait que derrière, si vous avez ces deux personnes-là dans des équipes hiérarchiquement éloignées qui doivent se mettre d'accord, admettons qu'elles ne se mettent pas d'accord. Les règles en entreprise font qu'elles vont devoir remonter la chaîne de délégation pour impliquer des personnes qui sont responsables, mais qui sont éloignées du besoin. Donc on va remonter d'une strate. Et ils vont devoir prendre une décision alors que ce n'est pas eux qui, tous les jours, en fait, analysent le problème. Et si ces personnes-là ne sont pas d'accord, on va remonter encore d'une strate et on va impliquer quelqu'un qui est encore plus loin du besoin pour faire un choix qui, des fois, est un choix critique. Selon Conway, c'est pour cela que les militaires ont tendance à créer des systèmes qui ressemblent à leur organigramme. Si vous avez déjà fait du COBOL, moi j'en ai fait un petit peu, c'est organisé comme un régiment, en division, et chaque division est organisée en sections. Et le naming vient de là. Et c'était un langage pour les militaires à la base. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup là, en fait, la structure de communication de cette organisation a tendu vers sa structure administrative. Et par l'effet d'homomorphisme, cette structure administrative va se refléter dans le système produit. Donc il explique que la structure des grands systèmes tend à se désintégrer durant le développement, qualitativement plus que celle des petits systèmes. Notamment à cause, encore une fois, de ce problème de désintégration de la communication. Brooks, dans son bouquin, explique que lorsque vous aviez 3 personnes dans l'équipe, il y avait 3 canaux de communication. Quand on est monté à 11, on n'est pas monté à 11 canaux, on est monté à 55 canaux potentiels. Ce qui fait que l'effort du travail n'est pas linéaire. L'effort de communication n'est pas linéaire. Et par conséquence, l'effort du travail ne l'est pas non plus. Et on a vu aussi que si on demandait à ces deux groupes de créer la même chose, la structure, le design sera complètement différent, avec cette histoire de compilateur COBOL et Algol. Melvin Conway explique que si vous avez 3 personnes bien choisies, ils vous produiront un meilleur design que 11 personnes, notamment parce que toutes les hypothèses de parallélisme qui sont vraies lorsqu'on épluche des pommes de terre partent en fumée lorsqu'on design des systèmes. Et cette tendance, cette tentation d'ajouter des gens en fait, pour aller plus vite, pour accélérer le process, va faire tendre l'organisation sous sa forme bureaucratique, avec des surcoûts de synchronisation, parce que faire véhiculer l'information, ça coûte plus cher, avec des process et de la communication non nécessaires. C'est pour ça que Conway explique qu'au bout d'un moment, il va devenir nécessaire de restreindre la communication pour s'assurer que les gens puissent bosser. D'ailleurs, qui s'est jamais plaint d'avoir trop de réunions ou trop de cérémonies? Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est de l'agilité at scale. C'est SAFe, avec un graphe complet de communication, 50 étages de rôle. Et quel que soit ce que vous allez produire. Donc là, on a un système complet de communication, on ne sait pas ce qu'on va produire, qu'est-ce que ce truc-là va produire? Bon, on a parlé de plein de choses, mais on n'a jamais réellement énoncé la loi. La loi de Conway dit que les organisations qui designent des systèmes sont contraintes de produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. C'est notamment pour ça que lorsqu'on était sur le site de McKinney, la première chose que vous avez découvert, c'était le management en partant du haut. Et plus vous enfonciez dans le site, plus vous descendiez les strates. La deuxième chose que vous avez découvert, c'est l'organisation matricielle, en pôle fonctionnel et pôle sectoriel. Avant même de savoir comment ils pouvaient répondre à votre besoin. Ça, c'est typiquement un exemple où la structure de communication a tendu vers leur structure administrative et qui s'est reflétée dans le système à construire. Dans le cas de l'agence de voyage en ligne, bien qu'on avait pensé à une architecture pour qu'elle soit agnostique à chacun des pays, il a été produit un design qui était, lui, dépendant de chacun des pays en ayant des slices spécifiques. Et ça, c'était lié au fait que les équipes en charge, elles, étaient découpées par pays. Donc c'était complètement orthogonal aux besoins.
Et pour finir, dans le cas de Windows Vista, vous avez vu que la qualité... enfin, c'est pas que vous avez vu, mais les chercheurs ont démontré que la qualité de l'organisation était un meilleur indicateur que les indicateurs de qualité classiques et avait un grand impact sur la qualité du système produit. Et ça, c'est un effet de l'homomorphisme. Parce que comme il y a un homomorphisme entre la structure de la communication et la structure du système produit, s'il y a un problème de qualité là, ça va se refléter dans le système. Alors, on n'a pas énoncé ce qu'il y avait derrière Organizational Structure. Ils avaient 8 postulats, j'en ai pris que 3, mais pour vous donner une idée, ce qu'ils ont évalué, ils sont partis du fait que s'il y avait une grande perte de membres de l'équipe, cela affectait la rétention de connaissances et donc la qualité. Plus les contributeurs à un composant appartiennent à la même équipe ou service, plus grande est la qualité. Plus la personne qui a le pouvoir de prendre une décision sur le composant est proche hiérarchiquement des ingénieurs qui éditent ce composant, meilleure est la qualité. Ce qui est complètement, vraiment, à l'antipode de ce que Conway expliquait dans la désintégration de la communication, avec des chaînes de délégation, une personne qui est de plus en plus haut vis-à-vis du besoin. C'est l'extrême inverse. Donc ça, c'est des indicateurs de qualité d'organisation. Alors, est-ce qu'on est condamné à subir les effets de la loi de Conway? Eh bien, vous n'allez pas pouvoir éviter cette loi, mais vous allez pouvoir gérer ses effets. Conway explique qu'il faut partir du besoin, et notamment que l'effort de design doit être organisé selon le besoin de communication. Donc généralement, on prend un système et on va le découper en sous-systèmes. Ça, c'est pour gérer la complexité, quelque chose qui soit plus gérable mentalement. Ensuite, ces sous-systèmes, on va identifier comment ils s'interfacent. Ça va nous donner notre besoin de communication. Et à partir de là, on va pouvoir définir une organisation où la structure de communication est résumée à son strict nécessaire. Cependant, on sait que généralement, le premier design qu'on fait, c'est jamais le meilleur et que les besoins peuvent changer. Donc imaginons qu'on ait besoin de ça maintenant. Ça implique que l'organisation doit être flexible dans sa structure de communication et son organisation pour pouvoir designer convenablement et être pérenne dans le temps. Donc ce que vient de décrire Melvin Conway, c'est ce qu'on a appelé plus tard en 2010 les Inverse Conway Maneuver. Donc ce terme a été inventé par Johnny Leroy et Matt Simmons de chez Southworks dans un article qui s'appelle Dealing with Tricky Legacy Platform dans le Cutter IT Journal. Et l'idée qu'ils avaient à cette époque, c'était de dire qu'il fallait casser les silos dans les entreprises, parce que c'est ça qui limite grandement la manière dont les équipes... qui limite grandement la collaboration efficace des personnes dans une organisation. Alors, bien sûr, se réorganiser, c'est une solution, mais ce n'est pas toujours la solution réaliste, parce que c'est compliqué de se réorganiser. Mais ce qu'ils disent, c'est que c'est la structure de la communication qui va se refléter dans votre produit, et pas directement la structure hiérarchique. Donc il faut d'abord essayer de changer la manière dont les équipes communiquent ensemble avant de penser à l'orga, parce que l'orga, c'est généralement un truc un peu épineux. Mais il y a quand même des gens qui vont plus loin que ça, parce qu'en 2015, on est en plein essor des microservices, et James Lewis, qui est leur directeur, je ne sais plus si c'était leur directeur, mais il était technical director chez Southworks, avec ses équipes, eurent la drôle d'idée de se dire, au lieu de demander à des équipes déjà constituées de suivre une architecture sur le papier, l'organisation devrait se focaliser sur une structure qui correspond à l'architecture désirée. Et c'est jusque-là vont les Inverse Conway Maneuver. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans la IT Zone, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez d'accord avec ça, de manière directement ou indirectement, alors qu'ils n'ont pas de relation directe avec ça. Notamment en 2017, Jan Bosch, qui est professeur au Chalmers University of Technology et qui était l'ancien vice-président du Nokia Research Center, publie un article qui s'appelle Structure Its Strategy, donc en 2017, qui présente le modèle BAPO. Il explique qu'une organisation doit d'abord se focaliser sur son business, c'est-à-dire savoir ce dont ont besoin leurs utilisateurs et comment on génère du revenu. Et à partir de là, on crée l'architecture qui soutient le business. Une fois qu'on a fait le choix d'architecture,
on va faire les choix de process, les choix d'outils, qui vont nous permettre de construire cette architecture, les choix technologiques, etc. Et une fois qu'on a le B, le A et le P, on peut réfléchir à l'organisation. Cependant, ce qui remarque, c'est que généralement, les entreprises, elles ne sont pas BAPO, mais elles sont OPAB. Elles partent d'une organisation existante, voilà, et par pure convenance, va créer des process pour justifier le fait qu'il y a un gars, son boulot, c'est de valider, il est là, on va mettre un process où il va bosser, donc un process de validation. Et ces process vont créer une architecture accidentelle qui est plus drivée par le passé de l'entreprise que par son avenir, et qui elle-même va grandement limiter les capacités commerciales en fait, du produit, notamment à cause de tout cela. Et en fait, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à innover. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que ce modèle BAPO, eh bien, vous reprenez Nigel Bevan, qui en 1998 donnait des étapes pour comment surpasser le problème qu'on avait de refléter les intérêts internes de la boîte dans le site. Et bien, chacune de ces étapes se mappe sur le modèle BAPO. Hein, il mettait le management à la toute fin, avant de savoir ce qu'il faut faire. Alors, on a décrit un modèle, mais on ne sait pas encore comment faire pour chacune de ces étapes, le B, le A, le P et le O. Hein, L'Inverse Conway Maneuver, on a compris le concept, mais comment on peut l'implémenter? Heureusement pour nous, il y a plusieurs gemmes cachées dans plusieurs recoins de l'IT Zone. Il y a tout d'abord, pour traiter du B, du A et potentiellement du P, le Domain Driven Design. Vous avez déjà entendu parler du Domain Driven Design? Ouais. Donc ça, c'est une philosophie qui a été formalisée par Eric Evans en 2003, où il s'est rendu compte que les développeurs et développeuses étaient trop technophiles. Les frameworks, c'est trop bien, le dernier truc à la mode, ça n'a pas changé. Et il s'est dit en fait qu'on passe complètement à côté de la complexité réelle de nos logiciels, qui n'est pas qui est potentiellement technique, mais qui est aussi liée au métier, donc liée au business, la complexité essentielle. Et donc le but du Domain Driven Design, c'est de recentrer le développement logiciel sur ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire amener de la valeur à nos utilisateurs, parce qu'on ne pisse pas du code pour pisser du code. Et donc, ce qu'on dit dans le Domain Driven Design, c'est qu'il faut systématiquement commencer par le business pour définir une architecture. Ça se matérialise par le fait que le Domain Driven Design sépare deux espaces, l'espace du problème et l'espace des solutions. L'espace du problème, vous analysez le besoin. L'espace des solutions, c'est comment vous répondez à ce besoin. Le problème, c'est que généralement, on pense faire ça alors qu'on est là-bas. Parce qu'en tête, on a, ouais, derrière, il y aura du REST. Je ne le dis pas, mais il y aura du REST, il y aura du CQRS, il y aura du, voilà, ce qui va biaiser énormément le produit. Donc le but, c'est de réussir à séparer ces deux espaces. Et ça se fait au moyen de ce qu'on appelle les patterns stratégiques du Domain Driven Design. Plus concrètement, le premier truc qu'on fait, c'est analyser, c'est cartographier le besoin métier. Et il n'y a pas besoin d'une organisation pour ça. On prend juste des personnes qui connaissent le métier, des experts ou des expertes métiers. On les met dans une salle avec les équipes qui vont être en charge du développement. Donc, les équipes, avec les personnes de manière pluridisciplinaire qui représentent tout ce qu'on a besoin comme profil pour développer un logiciel dans la boîte. Et on les fait communiquer ensemble. Le but, c'est de faire émerger les concepts métiers et leurs relations et leurs caractéristiques. Techniquement, ça se fait au moyen d'un event storming qui a été inventé par Alberto Brunellini. Il y en a qui ont déjà fait des event storming. Ouais, quelques-uns d'entre vous. Alors, c'est très simple à faire, et c'est hyper puissant. Je vous invite à tester si vous ne l'avez jamais fait, parce que pour le coup, ça, c'est l'un des ateliers les plus efficaces que je connaisse. À partir de là, comment ça marche? C'est on positionne plein de post-it qui représentent des événements métiers importants, et on va les ordonner sur une timeline pour refléter ici un flux de création de valeur. Donc ici, c'est l'achat d'un produit sur le site, par exemple. Voilà. À partir de là, on va commencer à analyser où se trouvent les concepts, quels sont les concepts métiers qui sont ici mis en lumière, et on va analyser leur cycle de vie ensemble. Et on va voir qu'au bout d'un moment, il y en a certains qui n'existent plus, il y en a de nouveaux qui apparaissent, etc. Et ça va nous donner notre découpage en sous-systèmes. Donc on est en train de faire ce qu'on appelle du design émergent. Ça, dans le domaine du design, c'est aussi ce qu'on appelle les bandits de contexte, pour ceux qui connaissent. On va un peu plus loin après, parce que ce qui va nous intéresser, c'est quoi la relation entre ces contextes.
donc entre ces sous-systèmes. Pour faire ça, on va faire un context map. Là, on va faire vraiment de l'architecture. Mais d'une manière dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation le fait que, par exemple, ici, Shopping a besoin des informations de user, que Shopping va se protéger du user au moyen de ce qu'on appelle anti-corruption layer vis-à-vis de son modèle métier, parce qu'on ne veut pas que le modèle métier du user, s'il change, ça pète Shopping. Et on va caractériser les relations de force. Par exemple, upstream, downstream, ça veut dire que pour que Shopping soit en succès, commercialement, en développement ou en prod, il a besoin du succès du user. Mais l'inverse n'est pas vrai. Le user, il s'en fout. Il est en succès, il marche très bien, il a été développé, Shopping, ça ne marche pas, c'est leur problème. On va même et là où on va vraiment plus loin, c'est qu'on commence à taper sur le P, on parle des relations de communication entre les équipes qui sont en charge. Notamment ici, on va dire la relation les supplier customers, ça veut dire que Shopping doit faire prioriser ses besoins dans la backlog de user. Et de l'autre côté, imaginons qu'on ait un partnership. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que paiement et billing doivent se synchroniser pour livrer des choses ensemble, parce que là, ils sont trop interdépendants. Voilà. Ça, c'est un context map. Donc tout ça, ça fait partie du domaine driven design stratégique. Et le domaine driven design stratégique, ça vous permet de cartographier le business avec un event storming, faire émerger des bandits de contexte. Donc, ce sont les sous-contextes, les sous-systèmes, pardon, et ça met en lumière les rapports de force et des contextes et les process de communication éventuels. Cependant, il y a un truc qui n'est pas du tout géré par le DDD stratégique, c'est tout ce qui est lié à l'organisation réelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut plusieurs sous-systèmes pour une équipe, ou plusieurs équipes sur le même sous-système, et ça ne va pas vous parler des équipes qui sont plus support vis-à-vis de la création métier, c'est-à-dire les ops, quand on ne fait pas de l'IT for IT, tout ça, le domaine du design ne le traite pas. Mais heureusement pour nous, 2019, il y a Team Topologies qui sort de Matthew Skelton et Manuel País, qui s'occupe du P et du O, du process et de l'organisation. Et c'est une méthode qui s'inscrit vraiment dans les inverse Conway manœuvres. Et le but, là, c'est de gérer justement toutes les problématiques de comment être en capacité, en fait, d'avoir une organisation dynamique. Et dans sa structure de communication, notamment, et dans sa réorganisation. Et l'une des grandes nouveautés de Team Topologies, c'est de dire que la taille d'un logiciel doit être limitée à la charge cognitive d'une équipe. Parce que d'habitude, quand un logiciel monte en complexité, ce qu'on fait, c'est on rajoute des gens, on rajoute des équipes. Là, ils disent non, il ne faut pas faire ça. En fait, il faut plutôt dire que la complexité doit être limitée à la charge mentale d'une équipe. Elle doit être capable de tout gérer pour ne pas se noyer, et tout vis-à-vis de ce système. Donc, c'est-à-dire le spécifier, le designer, le concevoir, l'écrire, le mettre en prod, le maintenir. Et ça, c'est quand même l'une des grandes nouveautés de ce truc-là. Mais ça va un petit peu plus loin. En gros, admettons que là, on est deux équipes qui s'occupent de shopping et paiement, et on a notre problème là de responsabilité partagée, des trucs un peu dupliqués. Là, ce que dit Team Topologies, ces équipes qu'on appelle aussi des Stream-Align Team, qui, parce qu'elles créent de la valeur directement à leurs utilisateurs, peuvent passer dans un mode qui s'appelle la collaboration. Alors, ça a l'air débile, mais c'est théorisé. En fait, ce qu'ils disent derrière, c'est que le mode collaboration, c'est lorsque deux équipes vont travailler conjointement ensemble, et c'est une phase pendant laquelle leur charge mentale va grandement augmenter. Et on va faire en sorte que cette phase soit la réduite au maximum. Et le but, c'est de faire émerger un meilleur design. Donc, elles n'ont pas l'habitude de faire ça, et elles doivent gérer en plus le fait que leur soft est en prod. Donc, il y a aussi des besoins, etc. Donc ça, c'est une situation qui est nécessaire, mais dont il va falloir en sortir. Admettons que ces équipes ont trouvé que ceci était le meilleur design. Là, on va passer dans un autre mode. Bon, en admettant qu'on ait aussi un management qui a lu ce bouquin et qu'ils sont compréhensifs, on va potentiellement faire émerger une équipe checkout, parce qu'on va se dire, mais non, mais checkout, c'est trop compliqué pour qu'une équipe ait shopping et checkout en même temps, ou shopping et checkout et paiement. Donc là, la charge cognitive est trop haute, il faut la dédier à quelqu'un, enfin à une équipe. Donc après, que vous prenez des gens à droite, à gauche, enfin peu importe. Mais le but, c'est ça. Si la charge cognitive est trop haute, on met une équipe derrière. Et là, on va passer dans un autre mode qui s'appelle X as a service dans Team Topologies, qui veut dire que cette équipe-là va fournir un service à celle-ci, au moyen généralement d'une API qui va être suffisamment documentée
pour que l'équipe qui est consommatrice, elle, puisse l'utiliser de manière autonome, enfin autonome jusqu'à un certain point, parce que s'il y a des besoins, elle va devoir faire prioriser. Mais tout ça pour restreindre la communication. Comme ce n'est pas un talk sur Team Topologies, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer. Mais en gros, il y a les enabling teams, où vous allez avoir les archis, les coachs, etc., les équipes plateformes, d'autres manières de collaborer comme la facilitation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pattern dynamique d'organisation et de communication. Et Docker l'utilise, par exemple. J'avais la slide, mais je l'ai dégagée. Donc, j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Donc, ce que vous venez de voir, c'est les Inverse Conway Maneuver qui, à travers le modèle BAPO et Domain Driven Design et Team Topologies, va vous permettre de gérer les effets de la loi de Conway. Cependant, et je vais finir là-dessus, j'ai oublié que j'avais ça, Accelerate, si vous n'avez pas lu, lisez-le. C'est une étude scientifique qui va démontrer pas mal de choses et qui apporte son soutien aux Inverse Conway Maneuver. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'inverse Conway Maneuver, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas parce que vous l'utilisez que ça va marcher. Ce que dit par exemple Mathias Veras dans un article en 2022, c'est que si votre système est rigide, vous pouvez vous réorganiser, ça ne va pas changer grand-chose. S'il est rigide et qu'il est compliqué à modifier, ça ne changera rien, vous n'aurez pas les effets désirés. Ce qui veut dire qu'il faut mettre un effort sur le design et l'assainissement avant de penser à se réorganiser. Parce que la réorganisation, ça coûte cher aussi. Et si on passe son temps à se réorganiser, vous allez tuer les gens. Le change management, il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc si vous ne pouvez pas changer l'organisation, faut revoir un petit peu son architecture pour prendre en considération comment les gens communiquent. Si vous ne pouvez pas revoir non plus les canaux de communication. Donc la loi de Conway, c'est une contrainte. D'accord ? L'inverse Conway Maneuver, c'est un des moyens de gérer les effets, mais encore une fois, ce n'est pas une baguette magique. Je suis Julien Topsu, je suis tech coach chez Shodo, ESN spécialisé dans le DDD et le software craftsmanship. Et de ma grande montée, je vous ai ramené à Polytech Tour. Et surtout, restez alerte, faites attention, parce que sinon, vous risquez d'être bloqué dans l'IT zone. Merci. Bon, j'étais passé d'1 minute 30.